Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un format un peu particulier. Elle va être un peu plus longue que d'habitude, mais cette fois-ci, on va créer un site de A à Z, mais on va aller encore plus loin que la première vidéo. D'ailleurs, sur la première vidéo, il y a un souci avec le son. Beaucoup de gens m'ont fait la remarque comme quoi le son était décalé par rapport à l'image. Je m'en excuse, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et malheureusement, je n'ai plus le fichier d'origine, donc je ne pourrai pas la réimporter. C'est pourquoi j'ai fait le choix de créer une version 2 de ce format, créer un site de A à Z. Et cette fois-ci, à la place d'utiliser Bootstrap, on utilisera Bulma. Donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Et donc l'idée maintenant, c'est d'utiliser Bulma comme framework CSS. Donc, dans ce format, c'est simple, on va d'abord créer notre site, c'est-à-dire créer sa structure avec du HTML, du CSS et Bulma. On va créer une ou deux petites animations avec du jQuery, histoire de rendre notre site un peu plus dynamique. On va également utiliser de l'Ajax, donc Ajax en fait c'est du jQuery, pour pouvoir envoyer un email grâce à un formulaire de contact sans avoir à reloader la page avec un message de succès ou d'erreur si le mail a bien été envoyé. On aura également un petit script PHP qui va nous permettre que lorsque quelqu'un nous envoie un mail, on le reçoive sur notre boîte mail. On verra un tout petit peu de SEO naturel, donc on va mettre des balises méta et ainsi de suite pour que notre référencement soit naturel et donc optimiser notre référencement. Et enfin, je vous expliquerai de façon rapide, sans le faire, comment vous pourrez ensuite mettre ce site en ligne, grâce notamment à OVH et FileZilla. On fera aussi en sorte que notre site soit responsive, c'est-à-dire qu'il soit adaptable sur tous les mobiles. Je tiens à le préciser tout de suite, je n'ai pas du tout créé de modèle de ce site, c'est-à-dire que je vais vraiment le construire au fur et à mesure de cette vidéo. Donc il se peut que des fois ça soit un petit peu longué si jamais je n'arrive pas à trouver quelque chose ou autre, mais je vais essayer quand même de faire ça au mieux et d'essayer d'être le plus clair possible pour que vous puissiez apprendre et avoir toutes les clés en main pour créer votre site internet. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter un tout petit peu les ressources que l'on va utiliser pendant ce tutoriel. Donc on va utiliser Bulma, donc le framework CSS. Je vous propose d'aller voir ma vidéo dessus. C'est un framework qui fait pareil que Bootstrap, mais sur lequel que je trouve un petit peu mieux fait. Et Bulma, en plus de ça, ont développé deux sites qui s'appellent CSS Référence et HTML Référence. Donc c'est tout simple, c'est une espèce de bible du CSS et une bible du HTML, c'est-à-dire que vous allez avoir tout dans le CSS référence, donc toutes les propriétés CSS qui existent, et à chaque fois, sur chacune, comment vous allez pouvoir les manipuler, quelles sont les valeurs que vous pouvez leur donner. Donc c'est relativement bien fait, et d'ailleurs c'est une très bonne chose que Bulma ait fait ça, on peut les remercier. Pour le HTML, c'est pareil, vous aurez toutes les balises qui existent, leur type, si elles sont self-closing, c'est-à-dire qu'elles se ferment toutes seules, ou si elles sont en inline, en bloc, et les balises méta. Donc c'est très bien fait. Ensuite, pour nos images, on utilisera Unsplash. Donc Unsplash, c'est une librairie de photos libre de droit avec énormément de photos dessus et surtout des photos de très bonne qualité. Ce sont des photographes professionnels qui font les photos et elles sont gratuites à condition de mentionner la personne qui a fait la photo dans le site avec un lien. FileZilla, donc ça sera le FTP. Je vais pas le télécharger parce que moi je l'ai déjà sur mon ordinateur, mais je vous conseille de le télécharger avant de commencer ou après, comme vous voulez. Ça vous permettra en fait de transférer tous vos dossiers dans lesquels il y a votre site internet vers un serveur distant. Donc ça sera parfait pour aller mettre ça sur notre serveur OVH qui viendra héberger notre site. Et en plus de ça, OVH nous permettra d'aller chercher un nom de domaine parce qu'il faudra bien qu'on ait un nom de domaine. Et ensuite, je vous proposerai donc quelques GIST. Un GIST, en fait, c'est un petit bout de code qui permet d'être partagé sur GitHub. Et du coup, c'est là-dessus que j'ai mis mon mail.php et mon mail.js pour l'Ajax. Et c'est là-dessus qu'on viendra. Donc là, pour le coup, ici, je ferai des copier-coller parce que j'avais déjà les fonctions toutes faites. J'ai pas envie de les réécrire, mais je vous les expliquerai quand même en temps voulu. Une dernière chose, je suis sur Twitter avec donc pour Code and Design. Donc vous pouvez me suivre. Ça, si jamais vous voulez un petit peu suivre l'actualité et avoir les dernières infos, je vous conseille parce que généralement c'est ici que je fais mes annonces. Donc bon là en l'occurrence c'est mon Twitter personnel, mais sinon je mettrai le lien dans la description pour me suivre. Eh bien je vous propose de commencer tout de suite. Et pour ce faire, moi j'ai un dossier site. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler mon site et je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code. Pour l'éditeur de texte, vous pouvez utiliser Visual Studio Code, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, que ce soit Atom, Sublime Text ou peu importe. Personnellement, je préfère utiliser Visual Studio, donc après c'est selon votre préférence.
Il fut un temps où j'étais sur Atom, il fonctionne très bien. Je trouve juste Visual Studio un peu mieux fait et plus rapide. Donc dans un premier temps, on va faire un basique, on va créer notre index.html, qui sera là où tout notre code en fait va apparaître. On va commencer par créer notre doctype, comme ceci, et notre balise HTML qui va entourer tout le contenu de notre site. Ensuite, ici, je vais mettre un premier commentaire, qui sera en fait le head de notre page. Hop là. Et ensuite, ici, on aura la balise body qui va intervenir. Comme ceci. On va commencer par faire notre balise head. Pour ce faire, on fait head et on va les mettre tout ce qu'il nous faut. La première chose qu'on a besoin, c'est un titre sur notre site qui apparaîtra dans l'onglet. Pour notre titre, il s'appellera Mon portfolio. Vous mettez ce que vous voulez ici, hein, c'est votre site à vous. On mettra également un meta charset UTF-8. Ça permettra d'avoir le bon encodage pour notre site et que du coup tous nos textes, tous nos paragraphes, tous nos titres supporteront les accents. Ce qui n'est pas le cas de tous les encodages. Et pour le moment, juste ça, ça suffira. Ensuite, je vais aller créer ma balise body. Donc c'est là où on va mettre le contenu. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur le HTML, je vous conseille d'aller y faire un tour. Vous verrez qu'au final, un site internet, c'est comme un bonhomme, si vous voulez. En fait, on va avoir le head qui va être... Enfin, c'est comme mon nom. Là, je me suis trompé avec le CSS, excusez-moi. On va avoir le head qui va être au final la partie invisible de l'iceberg, qui va nous permettre un peu de donner les caractéristiques de notre site, son titre, les balises pour faire du SEO. Et après, la balise body, c'est tout ce qui est visible dans le site. Donc nous voici dans notre balise body. On va aller ensuite, avant de commencer à attaquer dans le vif, on va créer un nouveau dossier à la racine qui s'appellera source. On va l'appeler SRC. Dans SRC, on aura plusieurs choses. On aura un dossier image qu'on va appeler IMG. On aura un autre dossier qui s'appellera JS, qui comprendra tout notre JavaScript. Et un nouveau dossier qui s'appellera CSS, qui va contenir tout notre CSS. Dans un premier temps, on va aller chercher Bulma. Parce que du coup, vu qu'on veut utiliser Bulma, il faut aller l'importer. Bulma propose un CDN, c'est-à-dire en fait un petit lien qui permet d'importer Bulma directement hébergé. Donc du coup, on n'aura pas besoin de télécharger Bulma et de le mettre dans notre site. Si vous préférez faire comme ça, vous pourrez le faire, il n'y a aucun problème. Donc pour ce faire, on va prendre le lien ici, donc la version 0.6 de bulma.min.css. Donc du coup, c'est la version minifiée du CSS, du coup elle prend moins de place. Je vais mettre un commentaire, j'aime bien commenter mon code, et je vais mettre ici que tout ce qu'il y aura entre ce commentaire sera la partie CSS. C'est bien de commenter son code parce que ça permet de pouvoir travailler plus tard en collaboration et que chacun s'y retrouve dans l'organisation du site. Donc ici, je mets Bulma. Et ensuite, je vais créer moi-même un deuxième lien qui sera vers mon dossier source CSS main.css. Dans le main.css, qui n'a pas encore été créé d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, on mettra notre CSS à nous, parce qu'on ne va pas forcément tout prendre de Bulma. On va prendre juste leur système de colonnes, leur système par exemple de notification, et ainsi de suite, mais on veut quand même avoir un peu de travail nous aussi, et on veut pouvoir designer un peu le site comme on le veut. Bulma sera juste une aide. Donc voilà, au niveau du CSS, on a tout ce qu'il nous fallait. Au niveau du body, à la fin, avant que la balise body se ferme, on va créer une balise script, et on va aller chercher un script tout particulier, c'est jQuery. Donc si possible, j'aimerais l'avoir en CDN, donc je crois que Google les héberge, Google Host. Voilà, on a les Hosted Library. Donc ça c'est pareil que pour Bulma, en fait on va aller chercher un lien. Donc ça nous évitera d'avoir à télécharger des fichiers et les mettre dans des dossiers. Bon, forcément, par contre, le seul problématique qu'on va avoir avec ça, c'est que si jamais il y a un problème d'internet, que la personne qui regarde votre site n'a pas internet, bah, jQuery ne fonctionnera pas, Bulma non plus, parce que le site n'arrivera pas à aller chercher la ressource. Mais bon, on va partir du principe pour le moment que on a un accès à internet. Si vous préférez, vous pouvez créer un dossier et aller télécharger jQuery et télécharger Bulma et venir les mettre dans ce dossier et faire appel à ces fichiers ensuite. Nous, on va utiliser les CDN.
Et la source de ce script sera donc, bon, bah, d'ailleurs il me l'avait déjà tout fait, donc je vais juste copier-coller ici. Et me voici maintenant avec un site qui va contenir à la fois Bulma, mon main.css et jQuery. Et ce n'est pas tout, on va aussi faire un script qui aura comme source, donc là c'est source, JS et app, enfin on va pas l'appeler app, on va appeler main aussi, main.js. Et dans mon main.js, je ferai un nouveau fichier que j'appellerai .main.js. Donc ça sera ici où on mettra nos petits codes jQuery pour animer notre site. Le fait d'importer la librairie jQuery nous permet juste d'avoir accès à jQuery. Donc nous voici maintenant avec la structure de notre site qui est faite. Enfin, quand je dis la structure, c'est vraiment les parties un peu invisibles, c'est là où on va venir importer un peu tout ce dont on a besoin. On va aussi un petit peu s'occuper des fontes, parce qu'on veut avoir des polices particulières dans notre site. Pour ce faire, je vais, comme d'habitude, commenter mon code pour que tout soit bien propre. Et on va aller sur Google Font. Google Font, qui est un site qui permet qui a de multiples polices de caractères gratuites et qui sont relativement bien faites. Donc moi je vais utiliser pendant cette vidéo, on va prendre Montserrat pour les titres. Donc pour ça j'appuie sur plus. Je vais ouvrir la petite fenêtre qui est ici. Je vais prendre ce petit lien et le mettre dans la balise aide de mon site. Et du coup, désormais, j'ai accès à Montserrat. Bon, je vais juste le refaire parce que je ne veux pas la version régulière de Montserrat, je veux la version bold. Je retourne dans Embed et du coup, le code a un peu changé parce qu'il me met ici Montserrat 2.700. Ça veut dire la taille de la police un petit peu, enfin, si elle est en gras ou en bold. Donc je vais juste recopier et recoller. Et pour les textes principaux, on utilisera une police native, soit Arial, soit Helvetica, soit Open100. Donc voilà, et une dernière chose que l'on va télécharger, je sais pour le moment on ne voit pas énormément de choses, vous devez vous dire, mais on va aller juste chercher une dernière fonte qui va être Font Awesome, qui va nous permettre d'avoir des icônes. Donc on va lui dire ici Get Started. On va venir prendre le petit CDN qui est juste ici, et on va aller l'importer dans les fonts aussi. Du coup maintenant on aura accès à Font Awesome. Et ensuite, quand on voudra mettre des icônes, on n'aura plus qu'à aller chercher les icônes ici. Ils ont refait leur site tout récemment car ils viennent de sortir la version 5. Je pense qu'on a bien paramétré notre site. Maintenant, on va peut-être pouvoir commencer à s'attaquer au contenu. Ce que je vais commencer par faire, c'est vérifier que tout a bien marché, que tout est bien importé correctement. Pour ce faire, je vais aller dans mon Finder, je vais prendre ici mon fichier index et je vais l'ouvrir dans Google. Comme ceci. Je vais inspecter l'élément et si jamais j'ai des erreurs, je vais les résoudre. En l'occurrence, je n'ai aucune erreur pour le moment. Pour voir si Bulma a bien été importé, moi j'ai un petit test qui fonctionne relativement bien. Je crée juste une petite bannière H1 avec la classe title. Je mets mon titre et j'actualise ma page. Je vois que la fonte n'a pas l'air d'être celle... Enfin, la fonte est bien celle de Bulma. Parce que j'ai confondu avec Bootstrap et ça n'avait pas l'air d'être celle-là. Mais donc du coup, ça veut dire que Bulma est bien importé. Je n'ai pas d'erreur, ça veut dire que tous mes scripts JavaScript sont bien importés et sont bien appelés dans mon site. On va pouvoir donc commencer. La première partie que l'on va vouloir faire, c'est le header de notre site, c'est-à-dire la barre de navigation. On pourrait, si on était un petit peu des flemmards, aller sur Bulma et aller dans la partie Elements et prendre la navigation, copier et coller. Mais nous, on est des gens qui aimons travailler et donc on va créer nous-mêmes notre header responsive. Pour ce faire, je vais créer une première balise header et je vais mettre au-dessus un commentaire pour dire qu'ici il s'agit bien de notre header. Et je la fermerai ici. Notre header va avoir une classe. D'ailleurs, on va même faire un petit peu plus que ça. D'abord, on va l'entourer. On va créer une div qui aura la classe bloc. C'est une classe native de Bulma. On crée notre header, comme ceci, et il aura la classe header. Une première chose de fait. Une fois qu'on a créé notre header, on veut que ce header soit séparé en deux. Une partie à gauche où il y aura notre logo et une partie à droite où il y aura notre menu.
Pour ce faire, dans un premier temps, je vais créer un lien qui redirigera vers rien du tout. Donc c'est pour ça que je mets le petit dièse. Et ça sera ici, par exemple, mon portfolio. Ce lien, je vais quand même lui donner une classe qui sera header-logo. Ensuite, je vais créer une balise nav qui aura la classe menu. Enfin, je vais même l'appeler header menu. Et dans cette classe, cette navigation, j'aurai plusieurs liens. Donc, on aura par exemple accueil. On aura un deuxième lien qui sera à propos. On aura un autre lien qui sera mes travaux. Et enfin, un lien qui dira contact. Et donc nous voici avec un header avec plusieurs liens. On va sauvegarder et on va regarder un petit peu ce que ça donne dans notre site. Donc me voici maintenant avec des jolis liens. Donc là, ils sont déjà tout formatés grâce à Bulma. Et nous, après, on va s'occuper de reformater tout ça correctement. Et je vous propose de passer donc tout de suite au CSS pour commencer à designer un petit peu notre header. Pour ce faire, on va se rendre dans le main.css. Je vais mettre un commentaire ici qui dira header. Et on va fermer le commentaire. Donc notre point header, il aura une largeur de 100%. Il n'aura aucune margin left, donc 0. Aucune margin right, donc 0. Il aura une taille de 70 pixels et un lineate, c'est-à-dire la hauteur de ligne de 70 pixels. Ce qui fait qu'en fait, ça va centrer horizontalement tous les éléments dans notre header. Et on va lui mettre aussi un background color qu'on enlèvera plus tard, parce qu'on fera un menu transparent par-dessus notre image, mais pour l'instant, on va quand même mettre une couleur pour bien le voir, et on va le mettre en gris très foncé, comme ceci. Et on va sauvegarder pour voir ce que ça donne. Donc c'est bien, ça donne ce qu'on veut, mais il y a un problème quand même avec tout ça qui se met pas très bien en ligne, les couleurs c'est pas terrible, donc on va un petit peu changer tout ça. Pour ce faire, on va aller prendre nos classes, donc d'abord il y avait le header logo. Donc ici, on va mettre .header-logo. On va lui mettre une color en blanc. On va lui mettre une font family de Montserrat. Donc pour ce faire, je vais retourner sur Google. J'ai oublié de prendre la référence. Donc Google Font. Juste ici. Parce que j'ai oublié de prendre la petite propriété CSS pour bien utiliser la bonne fonte. Donc pour ça, on va retourner sur Montserrat. On va refaire comme si on voulait la télécharger. On va reprendre celle qu'on avait prise, c'est-à-dire la bold 700. Et ensuite, on va prendre cette propriété, comme ceci. Et on va la mettre juste ici. Donc on peut même enlever notre fond de famille. Voilà. C'est parfait. Et on va surtout le mettre en float left, afin qu'il se positionne à gauche. Lorsque je vais actualiser mon site, vous allez voir par magie que tout vient s'aligner. Parce que du coup, maintenant qu'elle est en float, l'autre vient se mettre juste après. On va également lui mettre un margin left de 30 pixels, histoire de l'espacer un petit peu du bord, comme ceci. On va donc pouvoir maintenant passer au menu. Pour ça, on va dans .header, .header menu. Notre header menu, lui, à l'inverse, va être en float right, c'est-à-dire que je veux qu'il aille à droite. On va aussi lui mettre une margin right de 30 pixels, histoire qu'on soit bien cadré et que tout fasse à peu près la même taille. Excusez-moi. Voilà. 30 pixels. Donc on va quand même juste sauvegarder pour voir ce que ça donne. Et on voit bien que tout se positionne parfaitement. On veut aussi que les liens soient en blanc et soient un peu plus espacés. Pour ce faire, on va aller prendre notre .header menu et on veut les liens. On va leur mettre un margin right également de 15 pixels.
On veut qu'il soit de couleur blanche. Et ça devrait largement suffire. C'est parfait. Par contre, moi j'aimerais quand même qu'ils aient une certaine couleur lorsque je passe dessus. Donc pour ça, déjà dans un premier temps, on va prendre UI Color. C'était Flat UI Color, voilà. Le deuxième lien, ce qui va nous permettre d'avoir des couleurs un peu sympas. Et on va prendre Dayflower, donc qui est un petit bleu. Et on veut que lorsque l'on passe sur notre lien, c'est-à-dire .header menu A, over, on veut que la couleur soit bleue. Donc il y a déjà le petit dièse avec. Je vais sauvegarder, je vais actualiser mon portfolio, et je vois bien que quand je passe dessus, j'ai du bleu. Et bien nous voici avec un menu qui est relativement qui est correct d'un point de vue design. On enlèvera ensuite la couleur parce qu'en fait on va mettre une grande image en bannière et du coup on va faire en sorte que l'image passe en dessous. Et une fois que l'image sera en dessous, on va faire en sorte que ce header devienne transparent. D'ailleurs, le header, une dernière chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on va lui mettre ici un display, pas un display, un position. Et là, on lui dira fixed. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Désormais, en fait, le header va suivre le scroll. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va scroller, le header va donc nous suivre. D'ailleurs, là, ça va provoquer une petite erreur. Je vais quand même regarder qu'est-ce qui s'est passé. Tac. J'ai ma div block. Donc, vu qu'il est OK, peut-être qu'il faudra lui mettre la propriété top 0. C'est possible. Voilà. En lui mettant top 0, il va venir vraiment se coller en haut de notre fenêtre. Donc nous voici avec notre header. On verra juste après comment faire en sorte qu'il soit ensuite responsif, parce que vous voyez que pour l'instant, sur les mobiles, ça ne va pas faire terrible. Mais ça sera après. D'abord, on continue la structure du site. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer dans notre index à notre bannière. On veut une belle bannière avec une jolie photo. Pour ce faire, on va commencer par aller chercher une photo. Pour ceci, on va ici et on va marquer work. On veut une photo de travail pour montrer qu'on est un bon travailleur. Et on va prendre, je sais pas, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a. On aimerait une photo quand même un peu sombre, étant donné que nos liens sont de couleur blanche. Ça serait quand même dommage qu'on ne voit pas. Bon. On va prendre par exemple celui-là. On est des développeurs, on va prendre celui-là. On va la télécharger. Vous avez vu, dès qu'on télécharge une photo, ils nous disent de dire merci avec soit le petit lien, soit un crédit badge qui va ressembler en fait à ça. Bon, en l'occurrence, moi je vais pas le faire parce que c'est pas un site que je vais mettre en ligne. Mais si jamais vous téléchargez une photo, pensez quand même à remercier la personne qui a fait cette photo. Donc je vais ouvrir ensuite mon petit dossier dans source et images. Je vais venir y glisser ma photo que je vais renommer, que je vais appeler bg.jpeg pour background. Dans mon code, je vais maintenant donc créer une nouvelle div qui sera ici appelée la banner. Ça sera en fait la bannière. Comme ceci. On va créer une div qui aura la classe block, qu'on enlèvera peut-être si jamais les éléments ne se mettent pas bien, c'est-à-dire que le header ne se met pas par-dessus l'image. On va créer une deuxième div à l'intérieur qui aura la classe banner. Donc là, on a deux solutions. Soit on vient prendre l'image et la mettre directement dans le HTML, soit on peut la mettre en background dans le CSS. Moi, personnellement, je vais prendre l'option HTML. Parce que j'ai plus l'habitude de faire comme ça. Il y a des débats qui peuvent se faire là-dessus. Si jamais vous voulez en débattre, faites. Mais moi, j'ai pris mon parti et voilà. Donc div class banner et on va faire ici, on va importer une image. La source, ça va être src/img/bg. Alors du coup, l'extension, c'est JPEG. On va quand même remplir la balise alt qui permet pour les personnes qui sont malvoyantes d'avoir une description de ce qu'ils voient. Donc la balise alt, on mettra un ordinateur avec du code. Et en plus pour le SEO, c'est-à-dire la SEO, c'est-à-dire c'est les référencements naturels, ça vous aidera. Donc une fois qu'on a fait ça,
on a notre image, on va quand même ici lui donner une petite classe en plus. La classe, ce sera banner image. Et sur cette bannière, on va quand même vouloir mettre un peu de texte. Donc, on va créer ici une nouvelle div qui s'appellera banner content. On va mettre ici un h1 pour le référencement, c'est bien, qui aura la classe, pardon, excusez-moi, la classe title. Ça, c'est une propriété de Bulma. Comme j'avais expliqué dans Bulma, Bulma enlève toutes les propriétés des H1, H2, H3. Et c'est pour ça qu'il faut lui mettre la classe title. Et en plus, on lui mettra la classe is1 pour que ça soit bien H1. Et on mettra ici bienvenue sur mon portfolio. On mettra également un H2 qui aura la classe subtitle. Découvrez mes travaux et mon univers. Et enfin, juste en dessous, on mettra un petit bouton qui aura la classe. Là, on va prendre une petite classe de Bulma, par exemple. On va lui mettre la classe button. Et ce sera is link pour l'instant. On changera peut-être la couleur plus tard. Et on mettra contacter moi. Je vais sauvegarder et je vais aller regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai la photo qui, d'ailleurs, s'est bien mise correctement dans le bloc. Donc là, c'est Bulma qui nous fait des choses à notre place, ce qui est une très très bonne chose. Parce que généralement, il faut quand même, vu qu'on est dans un div de classe bloc, quand on n'est pas dans une div avec la classe bloc, généralement, il faut qu'on resize un peu nous-mêmes notre image. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on lui dise que sa taille est de 100%, sa taille maximum est de 100%, elle doit être en contain, et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, Bulma le fait pour nous, tant mieux. Et on va prendre notre menu et on va le mettre en transparent. Pour ce faire, je vais dans Main, et je vais le mettre en background color RGBA 0, 0, 0 et 0. Ce qui fait que le fond va être transparent. Je vais sauvegarder et je vais voir ce que ça donne. Donc là, c'est pas trop mal, mais il y a quand même des petites erreurs. Donc le header pourtant est bien fixe. C'est peut-être la bannière qui se colle pas en haut. Donc pour ce faire, on peut peut-être tricher un peu et lui dire que la bannière, donc ici on est bien dans banner, point banner, on va lui mettre un margin top de moins 20 pixels par exemple, pour le remonter un petit peu. Voilà. Et donc nous voici avec notre bannière. On va vouloir aussi que tout ça se mette sur la bannière. Donc pour ce faire, on va aller utiliser les positions. Donc on va aller dans notre banner, et ensuite, notre banner, on va pas vouloir lui faire grand chose, mais par contre, banner.banner image, la banner image, quant à elle, va être en position relative. Quant à banner.banner content, lui sera en position absolue. Il aura une taille de 100%, et on va prendre son contenu et on va le centrer, comme ceci. On va sauvegarder, on va regarder ce que ça donne. Donc là, tout est centré, mais c'est toujours pas sur la bannière. Donc comment on va pouvoir le centrer? Pour ce faire, on va lui donner la propriété top, et on lui dira 10% par exemple. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là, ça s'est bien mis sur le site, sur la bannière, mais on veut le descendre un petit peu, donc pour ce faire, on lui donne une propriété un peu plus élevée pour le top. Voilà. Ensuite, je veux que mon h1.banner content h1, virgule, banner.banner content h2, je les veux en blanc. Donc, je vais leur mettre une color en blanc. Et voilà. Vous remarquez que le menu a disparu. Donc pour ça, il y a deux solutions. Soit c'est parce qu'il faut qu'on lui mette un Z index à 999 pour qu'il soit au-dessus de tout, ce qui d'ailleurs devrait être le cas. Voilà.
le Z-index permet en fait de gérer à quel niveau vont se placer les éléments, s'ils se passent par-dessus, etc., etc. Ce genre d'erreur peut arriver. Et nous voici avec une super bannière d'un site très très attractif. Maintenant, on va passer à la section suivante, qui va être trois petites colonnes avec trois petites icônes qui nous décrivent un petit peu. Donc, par exemple, à propos. Pour ce faire, on va dans notre index.html et on va créer ici la section à propos. Je vais prendre ça et je vais le copier-coller. Voilà. Donc on va créer une nouvelle div avec la classe bloc. Donc la propriété bloc, ça crée juste une div qui va être en display block et en plus de ça, qui va créer un tout petit peu de margin pour les espacer. C'est une propriété Bulma. Donc j'ai créé ma div avec un display block, ça va être donc notre section à propos et donc on va aller la séparer un petit peu avec des colonnes. On veut qu'elle soit en 3 colonnes. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une div qui aura ici la classe container, histoire de centrer un petit peu le contenu et pas que ça se colle sur les côtés. Ensuite, je vais créer une div qui aura la classe columns, c'est-à-dire que j'y aurai plusieurs colonnes. Et ensuite, on va créer 3 divs qui auront la classe column. Ce qui nous permet en fait de faire comme pour Bootstrap, différentes colonnes, sauf que la différence de Bootstrap, c'est que Bulma nous permet en fait de ne pas avoir à dire col MD, col XS, col MD4, etc. Si vous voulez dire le nombre de colonnes que chaque colonne va prendre, vous pouvez le faire. Vous avez les propriétés qui correspondent et vous pouvez voir ça dans ma vidéo que j'ai fait sur Bulma. Là, en l'occurrence, moi, je veux que les 3 colonnes aient la même taille, donc je n'indique rien, je dis juste que c'est une colonne, et elles vont elles-mêmes se séparer en 3 colonnes de la même taille. Donc, dans chaque colonne, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre? Eh ben, on va utiliser font awesome, et on va aller justement mettre des grandes icônes pour dire qui on est. Donc, par exemple, on va aller chercher ici code. Voilà, parfait. On va ouvrir cette icône-là. Je ne comprends pas trop comment marche la nouvelle version. Si, ça y est, voilà. Je vais prendre ici le petit icône que je vais mettre ici. Sachant que là, on n'a pas vraiment créé de classe à nous-mêmes, donc si on veut commencer à modifier, ça va être un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, en plus de la classe container, on va lui donner la classe about, ce qui nous permettra de comprendre. Et dans chaque colonne, on mettra ici la classe about single element. Comme ça, au moins, on pourra modifier un petit peu nos éléments sans toucher aux classes de Bulma. Donc on aura ici notre petite icône avec le code. On créera ensuite en dessous, on mettra un paragraphe et on mettra du lorem. Donc pour ça, je vais vous inviter à vous rendre sur le générateur de faux textes. Alors, il me semble que c'est pas ça. Excusez-moi, on va aller ici sur faux texte. Je ne trouve plus le site, ça doit être celui-là ou pas. Bon, peu importe. Là, alors qu'il est, on a plein de textes, on va pouvoir prendre ça. Donc, je veux pas non plus que les textes soient trop grands, donc on va quand même en supprimer une petite partie, hein, parce que sinon ça risque de faire peut-être un peu trop. Voilà, ça me paraît bien. Ensuite, dans ma deuxième div, je vais mettre une deuxième icône, donc pour parler de nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va pouvoir mettre peut-être par exemple... hop, un petit peu long leur nouveau site à Font Awesome, mais bon. Je sais pas, on peut mettre peut-être une tasse de café. Voilà, parfait. C'est très à la mode chez les développeurs de dire qu'ils boivent beaucoup de café. Donc on va mettre une petite tasse de café, comme ceci. Et ensuite, on fera un petit copier-coller de cette ligne, qu'on va coller juste en dessous, dans un paragraphe. Comme ceci. Et enfin, pour la dernière colonne, ben on va venir prendre quoi? On va venir prendre, je sais pas, imaginons qu'on soit fan de rugby. Je sais pas s'ils ont des ballons de rugby, non. Bon, bah si on est fan de ping-pong, je sais pas. Non plus. Bon, alors du coup, on va prendre, je sais pas, on va chercher quelque chose qui nous inspire, un crayon, voilà. Nous sommes quelqu'un qui adorons écrire. Donc voilà. On copie, on colle, et enfin, on crée un paragraphe
et on prend le même paragraphe que d'habitude que l'on va coller. On va quand même indenter un peu, parce que là c'est peut-être un peu trop indenté, comme ceci. Voilà, on va actualiser la page et on va regarder un petit peu ce que ça donne dans notre site. Très bien, ça m'a l'air quand même déjà pas mal. J'ai pas l'impression que le container a été pris en compte. Si, il l'a été pris. C'est juste que le container est peut-être moins bien pris en compte sur les petits écrans. Donc voilà, maintenant on va juste vouloir ici centrer un petit peu nos icônes et les rendre un peu plus grandes. Pour ce faire, on retourne ici et on va prendre notre div about. On va ouvrir ici un nouveau commentaire pour dire about. Donc notre .about single element, et on va lui cibler le i, c'est-à-dire l'icône. On va lui donner ici une font size de 30 pixels et on le mettra en texte à ligne center. Je vais sauvegarder. Ça ne fonctionne pas. Peut-être que j'ai mal ciblé ou que j'ai mal écrit ma classe. Je vais quand même retourner regarder dans mon code. Donc c'est bien .about single element, et ensuite le i. Donc, tac. Je vais quand même réactualiser au cas où. D'accord. On va regarder ce qui se passe. Pour ça, j'utilise l'inspecteur d'éléments. Très bien, ok. Donc en fait, ça c'est à cause de Font Awesome, parce qu'en fait, il y a une époque où en fait, ça générait une icône, en l'occurrence maintenant ça génère un SVG. Donc pour ce faire, quelle option se fera nous? On va leur mettre une classe, assez ici, et on va leur dire qu'elle aura une classe icon, comme ça. On va leur mettre à chacun. Comme ça va me permettre d'aller sélectionner le SVG sans passer par l'icône. Icône, comme ça. On va actualiser et on va voir si ça va bien gérer ça pour nous cette fois-ci. Ok, ça l'a bien géré. Maintenant, je vais quand même les mettre un petit peu plus grands. On va les mettre en 60 pixels. Je ne sais pas si ça le prend en compte. Tac. Ok, donc, bon, alors du coup, là, j'ai pas envie de rentrer dans les détails du SVG. Je ne savais pas que Font Awesome avait changé ça. On va juste quand même essayer de les centrer. Donc pour ce faire, on va prendre notre .about single element et on va mettre ici un texte à ligne center. On va sauvegarder, on va regarder ce que ça donne. Ok, ça va bien centrer tout le texte. On va prendre pareil, mais cette fois-ci pour notre about single element et notre paragraphe. Lui sera en texte à ligne left, parce que c'est quand même mieux quand le texte lit bien et est bien formaté vers la gauche. Et on va surtout lui mettre ici un margin top de 20 pixels, histoire qu'il se pousse un petit peu des icônes qui sont un petit peu trop serrées. Et nous voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va peut-être pouvoir commencer à faire la section portfolio. Donc la section portfolio, je trouvais ça assez intéressant d'utiliser quelque chose que Bulma propose. Il faut juste que je me rappelle juste où c'était. Je crois que c'est sur la page d'accueil. Voilà, il nous propose un système de grille un peu comme ça, et je pense que ça peut être un peu sympa d'utiliser quelque chose de similaire pour faire notre portfolio. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va juste tout simplement prendre tout le code qui est ici, comme ceci, et on va aller le copier-coller dans la section portfolio. Donc, on va ensuite créer ici un nouveau bloc. Comme ceci. Et on va coller ça. D'abord, je vais oublier de créer ma div qui aura la classe bloc. Je vais coller tout ça. On va indenter correctement comme ceci. D'ailleurs, on va aussi indenter donc celui-là un peu plus. Et tout celui-là, on va l'indenter un petit peu moins. Voilà, comme ceci.
On va sauvegarder, on va voir ce que ça donne en nous rendant sur notre site. Pour l'instant, ça ne donne rien parce que je pense qu'il n'y a pas de contenu. Donc, on va mettre du contenu. Pour ce faire, on va juste, pour l'instant, en fait, vu que j'ai pas non plus envie de perdre trop de temps sur la création d'un portfolio, mais en fait, ici, voilà, on va créer en fait un système de tiles. Le système de tiles, ça va nous permettre en fait ça de créer une espèce de pêle-mêle, c'est-à-dire de créer une espèce de mosaïque un petit peu d'éléments. En l'occurrence, j'ai pas forcément envie de perdre trop de temps sur ce qu'on va mettre dans chacun des items. Ça sera à vous de le faire avec des images, des liens, etc. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est par exemple utiliser des propriétés de, de Bulma et mettre par exemple ici juste une div qui aura la classe notification et qui contient un paragraphe. Ou enfin, même contient une photo, par exemple. Donc je vais regarder ce que ça va donner. Donc là, j'ai contient une photo. Je vais d'ailleurs tout entourer par une div qui aura la classe container. Donc je vais mettre une div ici qui aura la classe container pour pas que ça touche les bords. Hop, comme ceci. Il va falloir que je réindente encore une fois. Hop, voilà. Je sauvegarde, j'actualise. Voilà, j'ai bien contient une photo. D'ailleurs, j'ai aussi envie quand même d'avoir un petit ici H2 par exemple, qui aurait la classe subtitle, comme ceci, qui dirait mon portfolio. Et du coup, elle aurait ici la classe heading site. Et la classe heading site, je vais la mettre tout au début de mon CSS, dans une section que j'appellerai global. Et ma classe heading site fera en sorte que mon texte sera toujours centré. Et en fond de famille, bah Montserrat. Du coup, je la retrouve, elle est là. Comme ceci. Je vais sauvegarder. J'ai bien mon portfolio qui apparaît. Je vais d'ailleurs mettre pareil, un petit titre au-dessus de à propos. Comme ça, au moins, on aura à chaque fois une bonne séparation qui s'expliquera avec un titre. Voilà. Bon. Donc là, c'est pas mon portfolio, c'est à propos. Comme ceci. C'est parfait. Donc j'ai bien bienvenue sur mon portfolio, j'ai mon à propos, et ainsi de suite. Là, je suis en train de créer, du coup, maintenant, une espèce de petit tilt. Donc on aura contient une photo. Ici, bon, on n'a qu'à mettre une image par exemple, et on mettra la même image que le background. On mettra source slash src slash img slash bg.jpg. On mettra la description de la photo. On sauvegarde. Voilà, je vois bien que ça a créé une autre partie du pêle-mêle. Ici, on aura encore une nouvelle tiles. Ici, on va pouvoir les mettre, c'est un peu ce qu'on veut. On lui dira, par exemple, je sais pas, on lui mettra ici une div qui aura la classe notification et is primary, par exemple. Et on lui mettra, pourquoi pas, on va lui mettre du texte. Bon, on va lui mettre une div, par exemple, qui aura la classe colorel en majuscule. Et on mettra ici, par exemple, 100 x 100. Et colorel, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire, cette div? Je vais la mettre dans global parce que je vais essayer de m'en servir. Elle sera juste en 8 400 pixels, en width 100%, et en background color, d'ailleurs ici je me suis trompé, c'est un point virgule et pas deux points, et en background color, il sera de la couleur qu'on a utilisée tout à l'heure, Dayflower, parfait. Je vais actualiser mon site. Voilà, et en fait vous allez pouvoir compléter au fur et à mesure avec, on lui va dire aussi qu'il aura un padding, 30 pixels, et un texte à ligne center.
Ça permettra de centrer le contenu. Voilà, on va lui remettre encore une fois la photo, hein, histoire on va se répéter un peu, mais c'est pour vous montrer que le Tills en fait de Bulma vous permet de faire voilà, une espèce de petit pêle-mêle de plein d'éléments de tailles différentes, ce qui peut être assez sympa. Et enfin ici, on pourra lui mettre ici une div qui aura la classe notification.isWarning et on mettra le contenu. Voilà. Donc vous voyez que vous pouvez donc très bien créer un espèce de petit pêle-mêle avec plein de choses à l'intérieur. Et en plus, l'avantage que ça a, c'est que ce pêle-mêle, eh bien, il est responsive. Et ça, c'est une très bonne chose. Bon, là, c'est les deux fois la même photo, c'est normal. Mais au moins, vous n'aurez pas besoin de vous occuper de gérer ça sur mobile, sur tablette et ainsi de suite. D'ailleurs, vous vous rendez même compte que pour l'instant, sur tablette, notre site est pas mal. Il y aura un problème avec le menu parce que lorsqu'on vient sur du blanc, on ne le voit plus. Mais ça, les deux seules solutions de le régler, c'est soit de mettre une couleur de fond au menu de base, et la deuxième solution, ça serait par exemple d'utiliser du JavaScript pour détecter le niveau de scroll, et une fois qu'on arrive à un certain niveau, hop, on va changer la couleur du fond. Peut-être qu'on le fera dans cette vidéo, si jamais j'ai assez de temps, parce que là on est déjà à plus de 40 minutes de vidéo. Donc nous voilà bien, on a notre joli pêle-mêle qui est fait, etc. Là, tout de suite, ce que vous devez vous dire, c'est ouais, c'est pas terrible, mais une fois que vous l'aurez rempli avec votre propre contenu, ça sera déjà plus sympa. Et si vous voulez quelque chose qui ne soit pas en pêle-mêle, mais qui soit bien en colonne, avec 3 éléments, 3 éléments, 3 éléments, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le système de colonnes et de columns. Donc du coup, vos éléments seront mis correctement. Ensuite, à la fin de Portfolio, on va vouloir un formulaire de contact. Donc pour ce faire, on va marquer ici Contact. Pour le formulaire de contact, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. On va peut-être éventuellement pouvoir mettre une map si on veut, puis ensuite un formulaire de contact. En l'occurrence, on va peut-être pas s'amuser à faire une map pour le moment, mais si vous le souhaitez, j'ai fait un tutoriel sur les maps, sur à la fois Leaflet et Google Maps, donc vous avez le choix et vous pourrez intégrer cette map dans votre site internet. Mais on va s'occuper de faire le formulaire de contact. Pour ce faire, on va créer un footer qui aura la classe footer. D'ailleurs, vous allez me faire remarquer, je n'ai pas mis de div block. Est-ce que je vais m'empresser de faire div class block. Je vais ouvrir ma balise footer. Et dans le footer, qu'est-ce qu'on va vouloir avoir? On va vouloir avoir une première partie qui sera classe footer contact form. Et en dessous, on aura une div qui sera footer information. Dans lequel on mettra par exemple notre adresse, notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc footer contact form, c'est quoi? Ça va être quoi? Ça va être tout simplement un formulaire de contact. Un formulaire de contact qui va venir en fait envoyer un message sur notre adresse mail. Pour ce faire, on aura besoin d'utiliser du PHP et de l'Ajax, mais je vous montrerai comment on fait. Donc, pour ce faire, on va créer un formulaire de contact relativement facile, relativement basique. Alors, on va créer une balise qui sera, enfin on mettra ici notre petit H2 qui aura la classe heading. Je crois que c'était ça. Et on dira ici contactez-moi. Dans le footer, donc on va créer un formulaire. Ce formulaire aura une classe qui sera relativement basique. D'ailleurs, je vais aller regarder sur Bulma un petit peu comment ils font les formulaires. C'est vrai que ça m'aidera. Je vais aller dans la documentation. Je vais aller dans les formes. Et ensuite, je vais regarder un petit peu comment ils font des formulaires. Moi, je veux ce genre de formulaire, donc je vais juste copier-coller ce bout de code. Donc, on aura notre formulaire qui sera là. On va l'ouvrir et on aura plusieurs divs. Chaque div va être entouré d'une div field. Ça, c'est Bulma qui l'a décidé ainsi. Donc, je mettrai ici votre nom, input text, etc., exemple, machin. Ensuite, il y aura un deuxième field qui sera, hop, j'ai pas tout pris. Je vais réduire l'espace. Un deuxième field qui sera votre prénom. Ensuite, on aura
l'email. Et enfin, on aura, alors, du coup là, il faut que je fasse attention de ne pas prendre les balises au-dessus, on aura ici votre message. Donc ce sera pour le message. Sachant qu'il me semble que Bulma propose des text areas, ce qui nous permettra d'écrire du long texte. Je ne sais pas où est-ce qu'ils les ont mis. Je vais essayer de le trouver. Voilà. Donc là, pour la question, qui est juste ici, on va utiliser voilà, cette div-là, text area, à la place de l'input. Comme ceci. Je vais sauvegarder, je vais aller voir si ça donne sur mon site. Très bien. En plus, ça m'a mis une couleur de fond. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. En mettant la classe footer sur le footer, ça a utilisé une classe de Bulma qui est la classe footer, et du coup, ça va tout organiser correctement. Donc, c'est plutôt bien fait. Par contre, je crois que je me suis trompé pour la classe CSS du titre, c'est heading site. Alors, j'avais mis juste heading. Donc, je vais aller changer ça tout de suite. Voilà. J'actualise ma page, et j'ai bien mon contactez-moi. Donc désormais, je vais essayer de ne plus afficher ça. Voilà, comme ça au moins, ça va arrêter, il va arrêter de m'embêter. Je vais aussi brancher mon ordinateur. Parfait. Et donc nous voici avec notre formulaire de contact. La dernière chose que l'on va vouloir faire, c'est ajouter ici, pourquoi pas, notre adresse et nos réseaux sociaux. Donc pour ce faire, on va créer ici une div. Enfin, on n'a même pas besoin de créer une div. Hein. On peut ici directement mettre 65 rue des développeurs web. Un autre paragraphe, 75 018 Paris. Et ensuite ici on mettra un petit UL avec plusieurs LI où on va mettre les petites icônes des réseaux sociaux qui seront des liens en fait vers nos réseaux sociaux. Donc, pour ce faire, on va aller les chercher. Je ne sais pas si Font Awesome nous propose les icônes sociales. Donc, on va aller les chercher. On va faire Facebook par exemple. Parfait. On va prendre l'icône. On va remplir le LI avec. D'ailleurs, on va faire ça un petit peu mieux. Dans chaque LI, on aura un lien qui ira vers notre réseau social et on mettra l'icône à l'intérieur, comme ceci. On va faire pareil pour les deux autres. Bon, là, je vais mettre 3 fois Facebook, mais vous pourrez changer selon l'icône que vous voulez. On va sauvegarder, on va regarder ce que ça donne. Voilà, ça a tout mis un peu n'importe comment. C'est pour ça que nous, on a créé notre propre propriété CSS qui va nous permettre de gérer ça. Dans main.css, on va créer ici notre footer. Et on va faire footer.footer_informations. Et on va aller un petit peu voir tout ça. On va lui mettre ici un text align center. Notre footer.footer_informations UL aura donc un padding de 0 parce que les UL ont tendance à avoir un padding naturel. Dans notre footer informations, ULLI, on mettra en display inline block. On mettra ça en, enfin on va enlever les petites puces. List still type, on mettra none. On va regarder au fur et à mesure ce que ça donne. Voilà. Et au final, ce qu'on va faire, on va ici lui mettre un margin top de 30 px. Hop, là ça risque de bugger. Voilà. Et nous voici avec notre joli footer. Donc je vous avoue que cette partie n'est pas très jolie, mais vous pouvez, comme je vous avais dit, hein, voilà, l'adapter à votre sauce. Là, c'est le portfolio, c'est un petit peu vous qui gérez. Une dernière chose que j'aimerais faire, c'est pourquoi pas utiliser un petit modal, une petite animation JavaScript. Donc pour ce faire, je vais aller chercher les modals sur Bulma. Donc on va aller ici tout là-haut. On va retourner donc dans les layouts. Non, ça va être dans les elements, excusez-moi. Eh ben c'est raté, c'est dans Components. On va chercher le modal.
Et on va prendre par exemple, donc pas le image modal, mais ça par exemple le image modal, vous pourriez très bien l'utiliser après avoir vu l'exemple que je vais vous donner pour, je sais pas, pour une... Excusez-moi, j'ai moi aussi j'ai des petites erreurs des fois. Vous pourriez très bien l'utiliser pour votre galerie photo, pour afficher en plus grand. Nous, on veut plutôt un modal de ce type-là. Pour ce faire, on va juste copier-coller ce petit modal et on va aller le coller dans notre site. Donc on aimerait qu'il apparaisse quand on clique sur le bouton qui était dans notre bannière. Donc pour ce faire, ici, je vais juste créer avec un petit peu d'indentation pour bien distinguer modal. Et on va coller ici notre code HTML en réindentant bien tout son contenu. On va sauvegarder, on va voir ce que ça donne. Donc là, mon modal, il n'apparaît pas. C'est normal, parce qu'en fait, Bulma le précise sur son site, juste ici, Bulma n'inclut pas de JavaScript Interaction, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'intégrer nous-mêmes le JavaScript si on veut l'ouvrir. Donc en l'occurrence, je pense que si je regarde un petit peu la propriété du modal, on va la regarder dans notre site. Donc logiquement, je suis censé avoir ici mon modal. Il me semble, voilà, il a un display none. En l'occurrence, nous, c'est ça qu'on va vouloir modifier. C'est faire en sorte que lorsqu'on clique, on va le mettre en display block. Pour ce faire, on va utiliser un petit peu jQuery. Donc, on va prendre ici notre petit bouton et on va lui mettre un ID. L'ID, ce sera open underscore modal. Quant à notre modal, c'est pareil, on va lui donner un ID parce que j'aime bien, quand je travaille avec jQuery, utiliser les ID. Et donc, l'ID de notre modal, ce sera modal to open. Et donc, dans notre main.js, on va créer un tout petit peu de jQuery. Pour ce faire, on va faire ici un document.ready et en ouvrant une fonction. Si vous ne connaissez rien du tout en jQuery, je vous conseille d'aller voir ma vidéo consacrée à jQuery, dans laquelle j'explique avec certains aspects pratiques et surtout des aspects théoriques comment fonctionne jQuery, qui est en fait une librairie JavaScript qui est très populaire et qui vous permettra de faire des petites interactions comme ça sur votre site internet. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Donc là on lui dit en gros qu'on va commencer à exécuter le code jQuery à partir du moment où notre document, c'est-à-dire notre DOM, c'est-à-dire notre page internet, est prête. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est que l'on va dire que lorsque l'on clique sur notre bouton, donc Open Modal, donc comment on fait ça? On fait juste ici, donc là on mettra un petit commentaire en disant Open Modal, pour savoir que notre fonction fait ça. Et donc on lui dira ici que lorsque l'on va cliquer sur Open Modal, donc Open Modal, clic, on va déclencher une fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le modal to open, donc c'est-à-dire modal to open. On va prendre la propriété CSS de jQuery. Hop là, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et la propriété CSS que l'on veut modifier, c'est le display, et on veut le mettre en display block. On va aller tester et on va voir si ce qu'on a demandé va fonctionner. On nous actualise notre page et on clique sur Contactez-moi et mon modal s'ouvre correctement. Bon, sa position n'est pas optimale, mais bon, on va essayer de voir si on ne peut pas interagir un petit peu dessus. En mettant par exemple, si on lui met pas un 100, mais si on lui met un 30 pixels, voilà, on pourra jouer un petit peu là-dessus. Le problème, c'est que ça modifie un petit peu tout. Donc non, on va plutôt agir peut-être sur son... si on lui met un padding, par exemple, un padding top de 30 px. Parfait. Et que en top... 0. Voilà, en fait, il faudra jouer un petit peu sur le padding. Je sais pas, mettons 100 pixels. Voilà, comme ça, on pourra mettre notre modal un petit peu plus centré. Donc on va aller modifier un petit peu notre modal. Dans le modal, dans le body, ici, il y a une section modal card body, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Le contenu de mon modal. Sachant que la classe modal, on va peut-être pas y toucher, du coup on va y créer
own modal, c'est-à-dire c'est mon propre modal. Et cette classe own modal, ici, on va créer ici modal, et own modal aura juste un padding top de 120 pixels, comme ceci. On va actualiser notre page, on va voir si c'est bien pris en compte. Voilà, modal title. Et ensuite, on veut aussi pouvoir le fermer lorsque l'on clique sur la petite croix qui est là-haut. Pour ce faire, on retourne sur notre modal et on voit qu'il y a normalement le bouton classe delete. Donc c'est pareil, on lui donne un ID, on l'appellera close underscore modal. On va prendre cet ID et on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que cette fois-ci, on mettra close modal. En prenant son ID, lorsque l'on va cliquer dessus, on va déclencher une fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le modal en question, modal toClose. Elle va agir sous ses propriétés CSS. Donc là, je vais essayer de donner mon code comme l'exemple au-dessus. Et va le mettre en display none. Comme ceci. Raté. Voilà. J'actualise. Donc désormais, lorsque j'ai contacté moi, j'appuie, j'ai mon modal qui s'ouvre. Et lorsque je clique sur la petite... Ah non, là j'ai une erreur, ça ne se ferme pas. Donc comment ça se fait? Je regarde dans ma console, j'ai pas d'erreur, je regarde mes éléments. Pourtant, ici, si j'actualise, si je regarde bien le petit bouton, close modal. Donc, on va regarder, close modal, clic, fonction, CSS, display, none. Alors logiquement, ça devrait marcher. Je regarde si j'ai pas fait une erreur. Est-ce que je l'ai bien appelé dans un ID? Oui. Close modal. Ensuite, j'ai le modal to open. Ok, j'avais fait une erreur dans le... C'est pas modal to close, c'est modal to open. C'est pour ça. Excusez-moi. Comme ceci. Donc là, ça c'est pas très logique parce que c'est modal to close cette fois-ci, mais bon. Et voilà. Donc là, ça le fermera bien. Donc nickel, on a créé notre modal. Il y a une dernière chose que j'aimerais voir sur ce modal, c'est que le bouton n'est pas de la même couleur que le bouton, donc on va juste changer ici le isSuccess par isLink, pour qu'on ait bien un bouton bleu également. Et le cancel, j'aimerais aussi le supprimer parce que je n'en ai pas besoin. Bon, le save change non plus, je n'en ai pas besoin, mais du coup on aura voilà, un modal un peu plus logique. Et là vous pouvez mettre à l'intérieur ce que vous voulez, un formulaire, vraiment tout ce que vous voulez. Donc nous voici bien avec un site et un modal qui fonctionnent correctement. Donc là on a fait un tout petit peu de jQuery, ce qui était assez sympa. Maintenant on va faire notre formulaire de contact. On veut qu'il fonctionne et on veut surtout qu'on puisse envoyer ça sur notre adresse mail. Pour ce faire, il y a quelques réglages qu'il va falloir faire sur le formulaire. Donc sur chaque item du formulaire, on va rajouter des propriétés. Première propriété, par exemple, ici, ce serait une propriété name. La propriété name sera ce qu'on va utiliser après ensuite dans PHP. Donc ici, ce sera first name. Ici, ce sera name. Non, ici, ce sera email, pardon. Le name, ce sera ici. Name égale name. First name, email, il faut que ce soit unique aussi. Hein. Et là, dans TextRea, ce sera name égale message. Voilà, on va avoir pour l'instant besoin que de ça, mais on va avoir aussi besoin dans notre... parce qu'on n'a pas mis de submit, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin quand même d'un petit bouton submit. Pour ce faire, on va créer à la fin, ici, un bouton, donc qui n'est pas en disable. On va juste lui mettre ici la classe button isLink, pour qu'on ait le même que dans le header tout en haut et dans la banner. On va mettre ici envoyer, avec un petit point d'exclamation parce qu'on est content. Et en plus de ça, le bouton va avoir lui aussi un ID. Send email. Et c'est là où Ajax et PHP vont intervenir. Donc, je vais fermer tout ça. Et je vais créer un nouveau fichier dans mon site. Donc ce nouveau fichier, je vais fermer ça aussi. On va l'appeler mail.php. Donc là, PHP, j'ai pas fait de cours dessus, donc je peux pas trop vous aider pour la syntaxe, mais je vous invite quand même à vous documenter un petit peu.
De mon côté, je ne vais pas m'attarder du tout sur PHP. C'est juste que j'ai reçu certains commentaires qui me demandaient comment faire pour envoyer un mail. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de quand même d'aller jusqu'au bout des choses cette fois-ci. En l'occurrence, de mon côté, je ne pourrai pas tester en live l'envoi de mail pour la simple et bonne raison que vous aurez besoin d'avoir un hébergeur pour faire en sorte que votre script PHP fonctionne correctement. Donc je prends ici mon petit code PHP et on va essayer de comprendre un petit peu ensemble ce qui se passe. D'ailleurs, il faudra sûrement que je le rectifie un petit peu, parce qu'on va avoir une nouvelle variable ici. On aura first name égale $_ post de first name. Email, name, j'ai pas d'objet, et j'ai mon message. Ensuite, je crée des headers, et ainsi de suite. Pour le moment, on ne va pas s'attarder dessus. Pour l'instant, on a créé notre script PHP et on va le fermer. Par contre, ce que l'on va vouloir faire, c'est créer une méthode qu'on appelle Ajax. Une méthode Ajax, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va tout simplement nous permettre de créer une requête HTTP. Quand je dis une requête HTTP, c'est-à-dire que ça va faire un post, un put, un delete ou un get, c'est-à-dire qu'on va envoyer de la data sur notre serveur, sur un serveur. Le problème, c'est que généralement, lorsqu'on fait ça avec un formulaire basique, lorsque l'on clique, eh bien, ça redirige vers une autre page ou ça reload la page actuelle. En l'occurrence, c'est pas très user-friendly, comme on dit. C'est-à-dire que l'utilisateur, super, il se retrouve avec un site qui va recharger. Il suffit que le site soit un petit peu long à charger, et alors là, c'est terminé. L'utilisateur, il en a ras-le-bol de votre site. Et c'est pour ça que jQuery et des petits malins ont pensé à créer quelque chose qui s'appelait Ajax. L'Ajax, ça va nous permettre en fait d'envoyer le formulaire sans reloader la page. Ça va juste faire une requête HTTP et nous donner une réponse. C'est-à-dire que, imaginons, je vais appuyer sur envoyer, ça va envoyer mes datas vers le serveur va traiter ces datas, va faire ce qu'il a à faire, et ça va me renvoyer une réponse qui sera soit succès, soit erreur. Et dans ce cas-là, selon la réponse qu'on va recevoir nous, on affichera soit un petit modal qui dit cool, ça a marché, soit un petit modal qui dit il y a eu une erreur, veuillez réessayer. C'est tout l'intérêt d'Ajax. Donc ce que je vous propose, c'est que là, on va juste faire un énorme copier-coller de ce petit GIST qui est juste ici. Donc je vous mettrai les liens des GIST dans la description, bien évidemment. Je vais faire retour parce que moi je veux pas mail, mais je veux mailsend.js. Comme vous le voyez, bon, là c'est vrai que ça peut vous paraître un peu beaucoup, mais je vais vous expliquer le code, ne vous inquiétez pas. Je vais copier-coller ça et je vais le mettre ici. Send mail with Ajax. Donc je me suis bien dans mon fichier main.js. Je vais changer juste ici l'ID parce que moi il ne s'appelle pas sending form, il s'appelle send mail. C'est le petit bouton lorsqu'on clique dessus. Vous vous rappelez, on a mis un ID send mail. Donc on va prendre le fichier et on va l'appeler ici send mail. Sachez que le petit GIST que je vous mettrai en description aura des erreurs, forcément, parce que c'est un GIST que j'avais utilisé pour un autre site d'internet. Donc ça sera à vous d'aller modifier avec vos propres noms de champ, etc. Donc c'est pour ça qu'il est important que vous compreniez comment ça fonctionne, et non pas simplement de copier-coller. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on va cliquer, déjà on va faire un prevent default, parce qu'on lui a passé un i, c'est-à-dire que vu qu'on clique et qu'on veut faire quelque chose, on lui envoie un événement. Or, on ne veut pas que la page se reload, parce que comme je vous ai dit par défaut, le formulaire va faire en sorte que la page se reload. On lui met ici la fonction prevent default, c'est pour éviter que la page recharge. Ensuite, on lui crée une variable data, qui va être un objet. Cet objet, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre chaque ID du formulaire et prendre la valeur. En l'occurrence, on ne l'a pas fait, donc on va aussi le faire. Chaque input va avoir ici un ID qui sera égal à la même chose que le name. Là, ce sera ID name. Ici, ce sera ID first name. Ici, ce sera un ID email. Et ici, on aura l'ID message. Comme ça, au moins, on va pouvoir sélectionner comme ça. Donc, on a email, name, first name et message. Ensuite, on va avoir besoin d'aller envoyer ça vers un lien, vers une URL. L'URL que l'on va appeler, nous, de notre côté, ça va être getmail.php. Donc, en l'occurrence, ça ne fonctionnera pas, parce que nous, c'est mail. Donc, pour ça, on l'appellera mail.php. En fait, c'est juste que ça va l'envoyer vers notre fichier mail.php qui va venir ensuite traiter ce formulaire. On lui envoie d'une méthode post. Donc, excusez-moi, je ne me suis peut-être pas assez attardé là-dessus. En fait, quand ici, oui, c'est vrai que je ne me suis même pas du tout alors qu'il faut. Ajax. On passe à l'Ajax. L'Ajax, donc, c'est une fonction ici, enfin une méthode de jQuery. jQuery qu'on appelle avec le signe $. Donc, tout simplement, Ajax va nous permettre de créer une méthode qui va être en post, en get ou en put.
Une méthode POST, c'est on envoie des données. Une méthode GET, c'est qu'on vient chercher des données. Une méthode PUT, c'est qu'on va venir modifier des données. Une méthode DELETE, c'est qu'on va aller supprimer des données. Et après, il y en a encore d'autres, mais pour l'instant, c'est quand même les principales. Donc en l'occurrence, pour envoyer des données, il lui faut une URL, il faut qu'il sache où est-ce que j'envoie les données. En l'occurrence, nous, on veut lui envoyer dans notre fichier mail.php. Donc c'est pas vraiment une URL, étant donné que généralement, un fichier .php, généralement on ne le voit pas dans les URL. Mais donc là, du coup, en l'occurrence, nous sur notre site, vu qu'on ne verra pas ça, on lui envoie à notre mail. Donc on envoie à mail.php, on envoie une méthode post parce qu'on envoie des données, et on envoie quelles données? On envoie data, qui est notre objet avec les valeurs de notre formulaire. Et ensuite, c'est là où Ajax est complètement fabuleux, c'est que, eh bien, Ajax va nous donner une réponse, une fois qu'il aura reçu les données. Soit une réponse qui est un succès, soit une réponse qui est une erreur. C'est ce qu'on appelle les callbacks. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie les données à notre serveur va les traiter, va envoyer notre mail, va faire ceci ou va faire cela, et ensuite, il va nous retourner success ou error. C'est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, Ajax, et l'envoi de requêtes HTTP, mais c'est quelque chose qui est pratiqué au quotidien sur Internet. Par exemple, sur Facebook, si jamais vous vous trompez de mot de passe, vous envoyez une requête à un serveur, le serveur va traiter votre demande, votre mot de passe est mauvais, il vous renvoie une erreur en vous disant, bien non, votre mot de passe est erroné. Donc après, ils n'utilisent plus forcément Ajax, hein, il y a plein d'autres choses qui permettent de faire de l'HTTP, notamment Ruby, Ruby on Rails, Node.js, etc. Mais là, en l'occurrence, on utilisera Ajax. Et ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va ensuite donc imaginer qu'on a un succès. Dans ce cas-là, on va faire une fonction avec la propriété data. C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'on va recevoir des data. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que je vais utiliser, comme on avait fait au-dessus, la propriété, la méthode CSS sur un élément qui était sûrement en display none. Vous devez vous douter, vu que là il est en display, je vais le mettre en display block. Et en fait, ça va nous permettre ça d'afficher le petit message enfin, visuellement. C'est-à-dire qu'on affichera une div qui était cachée et qui dira hop, succès, vous avez bien envoyé votre mail. Et ensuite, ici, je lui passe un set timeout. En fait, c'est un petit compteur qui attend 3 secondes, comme vous le voyez ici, et qui va venir remettre le petit message de succès en invisible, parce que bon, on va pas non plus garder en visible un message de succès si c'est bon, on a compris. Et on va aller vider les champs du formulaire, c'est-à-dire qu'on va aller prendre la valeur de chaque élément du formulaire et on va les vider parce que c'est pareil, si jamais on veut renvoyer un mail, on ne veut pas avoir à supprimer chaque élément qu'on a mis dans les inputs de notre formulaire. Et vous vous doutez bien que pour l'erreur, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va aller ici mettre un message JS Alert Danger, il y a eu un problème, et on va ici ensuite lui dire, on va ici ensuite au bout de 3 secondes le cacher et revider les champs. Ensuite, donc notre script PHP, qu'est-ce qu'il va faire lui? Sachant que, je reviens rapidement, il faudra ici que vous changiez également les termes en fonction de ce que vous avez mis comme ID dans votre formulaire. Donc ça, c'est pareil, ce sera un petit peu de pratique à faire. Notre mail.php, tout simplement, on lui met une première condition qu'on lui dit si tu as une méthode post, alors, et voilà. Donc là, on est juste dans un seul if, donc s'il n'y a pas de méthode post, le script ne fera rien. Ensuite, on va lui créer des variables first name, email, name et message, qui prennent en fait les valeurs post qu'on lui envoie. Donc en fait, c'est les datas qu'on lui envoie, il va venir parser cette data, c'est-à-dire qu'il va venir prendre notre objet avec name, first name, etc. Et là, on va lui créer des variables pour chacun des éléments. Je lui crée ici ensuite 2 variables, enfin je vais surtout lui créer une variable headers, qui va être du coup, ça c'est... Enfin là-dessus j'ai pas envie de trop m'attarder, mais ça va nous permettre en fait de créer le header de notre mail, et que le format de ce qu'on envoie est bien un mail, etc. Avec également le from, pour dire de qui ça vient. Donc pour ça je lui envoie l'email et ainsi de suite. Ensuite je crée un subject qui va être égal à object, en l'occurrence moi là j'ai plus l'objet, donc je pourrais écrire une chaîne de caractères. Le destinataire, donc là vous mettrez votre adresse mail à vous. Le body, donc qui va être égal au message, parce que c'est justement ça, dans la variable message est stocké ce qu'on avait dans le grand champ text area qui contenait le message. Et ensuite, il y a 2 choses. Je lui dis, si jamais le mail destinataire, subject, body, header, c'est-à-dire que si pour mon mail j'ai tout ça, alors dans ce cas-là, le mail s'enverra et je renvoie à mon front, c'est-à-dire à mon, c'est vrai que c'est pas forcément du back, mais et je renvoie en fait sur mon site succès. Et donc du coup, ma fonction Ajax sera en succès. En l'occurrence, si je n'ai pas tout ça et s'il y a un problème dans ce cas-là,
j'envoie error, tout simplement. Donc là, et d'ailleurs, en plus, la réponse, je vais l'encoder au format JSON, qui sera plus simple à traiter derrière. J'ai pas trop envie de vous embêter avec le PHP, avec Ajax. Je vous conseille, si vous voulez un peu mieux comprendre le code, de regarder les documentations officielles de PHP et de jQuery, notamment la section Ajax, pour vous rendre compte. Moi, le but de cette vidéo, c'est pas du tout de vous apprendre à faire des requêtes HTTP, à envoyer des mails, etc. Là, ce que je vous donne, c'est vraiment du bonus. C'est pour vous permettre d'avoir des petits scripts à insérer dans votre code pour envoyer des mails. En l'occurrence, vous aurez des choses à changer dans ce code-là. Ne vous contentez pas juste de le copier-coller, ça ne fonctionnera pas, parce qu'il y aura des cas particuliers. Donc c'est pour ça que j'ai quand même fait un rapide tour d'horizon pour que vous puissiez un petit peu regarder comment fonctionne ça et pour que vous vous rendiez compte un petit peu de comment ça marche. En l'occurrence, moi, je n'ai pas besoin, donc je vais commenter ma fonction Ajax parce que là, je ne pourrais pas faire un test car je ne peux pas mettre en ligne. Je n'ai pas d'hébergeur, je n'ai pas de nom de domaine, je n'ai pas de FTP en ligne, donc je ne vais pas pouvoir vous faire un test. Une dernière chose que j'aimerais voir avec vous, c'est donc les balises méta. Les balises méta vont nous permettre donc de faire du SEO. Donc je vais vous en montrer deux qui sont les principales à mettre dans votre partie aide de votre site, qui vont vous permettre en fait, qui vont permettre tout simplement euh, d'avoir un référencement naturel. Donc pour ce faire, on a des balises qui s'appellent méta. Celles qui sont généralement primordiales dans un site, ça va être celle qui a le name description. Cette balise description va avoir un contenu, et ce contenu, c'est la description de votre site. Primordial, deux points, mettre des bons mots-clés. Parce que c'est une des choses qui va être analysée par les robots de Google lorsque vous allez avoir un référencement naturel. Donc c'est pour ça qu'il est primordial que vous mettiez des mots-clés qui correspondent à votre activité, à votre site, à votre nom, etc. pour que ce référencement soit logique. Vous allez également avoir une autre méta qui va être la méta name, pardon, keyword. C'est keyword, il me semble, avec un S. Et son contenu va être un ensemble de mots. Donc par exemple, on pourra mettre web design, web développeur, développeur front-end, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit peu les deux balises méta qui sont les plus intéressantes, mais je vous invite à vous rendre sur Internet et à écrire, par exemple, SEO balise méta. Et vous verrez qu'il y en a tout plein qui peuvent être utiles, comme par exemple les Dublin Core, les Open Graph et ainsi de suite. Donc là, comme vous voyez, on a la balise title, la balise méta description, qui est importante parce que c'est aussi ce qui apparaîtra sur YouTube. Vous verrez qu'il y a des balises qui sont importantes, d'autres moins importantes. Mais voilà, je voulais vous montrer rapidement que vous avez la possibilité, et sans que ça se voit sur votre site, parce qu'on est bien dans la partie invisible de l'iceberg, que vous pouvez mettre un ensemble de balises qui vont vous aider dans votre référencement naturel. Enfin, je voulais voir encore une chose avec vous, c'est que notre site, bon là on a la chance de travailler avec Bulma, il est relativement responsive, mais il se peut que par exemple, voilà, que votre menu commence à faire un peu n'importe quoi. Donc pour ce faire, vous avez la possibilité de regarder la vidéo que j'avais fait sur comment créer un menu responsive en jQuery. Je vous mets également le lien dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez... Là, j'avais fait un menu relativement similaire à celui que j'ai fait dans la vidéo du menu responsive en jQuery. Donc je vous invite à vous rendre dessus, comme ça au moins vous pourrez un petit peu regarder comment faire un menu responsive et un menu hamburger. Euh, En plus de ça, si jamais vous avez des problèmes de responsive, c'est-à-dire que des choses ne vous plaisent pas et que vous voulez changer leur disposition si vous êtes sur mobile, tablette, etc., vous avez la possibilité de regarder en CSS les media queries. On va en faire un pour vous montrer. Les media queries, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, c'est que vous allez pouvoir créer du CSS complètement différent selon si vous êtes sur mobile, tablette, ordinateur, et ainsi de suite, selon une taille d'écran. Je m'explique, on va faire un exemple tout de suite. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer? Par exemple, je vais changer bah tiens, le bouton. Le bouton qui est juste ici. Donc en plus, c'est parfait, il avait un IT.
contactez-moi, OpenModal. Donc dans mon main.css, tout en bas, ici, je vais vous mettre un responsive exemple. Je vais utiliser OpenModal. Enfin, d'abord, il y a la balise media query j'avais oublié. Donc ici, il suffit de mettre un arrobase media. Là, on va lui dire que c'est un screen and, entre parenthèses, max width égale 600 pixels. Et là, je prendrai ensuite à l'intérieur mon OpenModal et je le mettrai en display none. Je vais d'abord vous montrer et ensuite vous allez comprendre. Je vais actualiser ma page. Et lorsque je vais arriver ici à 600 pixels, vous allez voir que mon bouton va disparaître. Hop, et il réapparaît quand je remonte. Donc dès que j'atteins les 600 pixels, mon bouton disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'en fait, je lui ai dit, si l'écran, en fait, enfin, je vais prendre les médias écran, et la taille maximum de l'écran est 600 pixels, alors dans ce cas-là, tu vas le display none. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à 600 pixels, je ne veux pas voir le bouton. Au-delà de 600 pixels, je veux voir le bouton. On aurait également pu lui dire le bouton va être plus grand, le bouton va être plus petit, et ainsi de suite. Et en fait, comme ça, vous pouvez aligner les media queries. Par exemple, vous pourriez mettre ici media screen and max width 800 pixels, par exemple. Là, ça serait pour tablette. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire d'autres actions. Et en fait, ça peut être assez intéressant d'avoir plein de media queries pour gérer toutes les tailles d'écran et de faire voilà, des petits arrangements sur votre site pour que vraiment le site soit le plus joli possible sur tous les écrans. Une dernière balise que vous pouvez mettre aussi pour le responsive, c'est dans le index.html. Hop, vous avez une autre balise méta. La balise méta qui a comme name viewport. Ensuite, on va lui mettre un content qui va être égal à width égale device width, comme ceci, virgule user scalable égale no, et virgule initial scale sera égal à 1. Qu'est-ce que cette balise va faire? Eh ben, c'est simple, elle va agir comme un coup de baguette magique sur votre site quand vous l'ouvrirez sur téléphone portable. Elle va tout simplement prendre votre site et l'adapter à la taille du mobile. Parce que vous savez que selon les Android, les iPhones, les Windows Phone, toutes les tailles d'écran différentes, etc., c'est complètement dur de réussir à faire un site qui soit super beau sur tous les écrans. L'avantage au moins, surtout au niveau des résolutions, et bah, au moins l'avantage de cette balise-là, c'est qu'elle va s'adapter à n'importe quelle résolution de téléphone, malgré le fait que derrière, vous aurez quand même un travail de responsive à faire pour adapter chacun des éléments de votre site, notamment dans leur disposition. J'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous montrer. J'aimerais vous expliquer également rapidement la mise en ligne d'un site. Donc une fois que vous aurez fait votre site avec votre script PHP qui fonctionne, etc., vous vous retrouverez donc avec dans votre... ici, c'était My Site. Non, pas du tout. C'était... comment je l'avais appelé? Je ne me rappelle même plus. Mon site. Une fois que vous avez tous les éléments que vous avez besoin, à savoir votre mail.php, votre index.html, vos sources et ainsi de suite, vous avez envie que votre site soit en ligne parce que vous le trouvez beau, vous êtes content de vous. Dans ce cas-là, comment procéder? Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous allez télécharger FileZilla. En fait, FileZilla, tout simplement, c'est un petit logiciel que vous allez avoir sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez donc avoir besoin d'un hébergeur et d'un nom de domaine. Un nom de domaine, ça sera par exemple codeanddesign.com. Tout simplement. Donc le nom de domaine ne devra pas vous coûter trop cher, sauf s'il est très recherché. Donc pour ce faire, moi j'utilise OVH quand j'ai un site à héberger ou un nom de domaine à acheter, donc sur ovh.com. Et ensuite, dans un premier temps, vous allez dans nom de domaine et vous allez ici pouvoir chercher le nom de domaine et vous pourrez choisir .com, .io et ainsi de suite. Si vous avez besoin, en plus, pendant que vous choisirez votre nom de domaine et si vous souhaitez payer votre nom de domaine, ils vous proposeront sûrement un hébergement. Pour un site juste responsive, sans back-office derrière qui va venir gérer vos données, juste un site vitrine comme on vient de faire, vous n'avez pas besoin d'un gros hébergement comme ceci. Vous avez juste besoin d'un Kim Suffit Web, qui est juste ici, qui coûte 1,49 € par mois. Ils vous factureront l'année d'un coup. C'est-à-dire que ça devrait vous revenir entre le nom de domaine et l'achat de l'hébergement, à peu près dans les 30 €.
pour l'année. Donc autant vous dire que c'est relativement rentable. Surtout si ce site vous permet d'acquérir des clients, d'avoir un emploi ou des choses comme ça peut être quand même assez rentable. Donc une fois que vous aurez votre hébergement, vous recevrez un mail d'OVH qui vous donnera vos accès FTP. Sur FileZilla, une fois que vous aurez téléchargé le logiciel, vous verrez en haut qu'il y a une espèce de petit formulaire qui vous permet de vous connecter avec les accès FTP. Ces accès FTP vous auront été fournis par votre hébergement web. Vous pourrez donc vous connecter avec ces accès. Une fois que vous serez connecté, vous aurez sur le côté droit, vous aurez une espèce de petit endroit où vous pouvez importer des fichiers. Et du coup, dans le dossier www qui est déjà créé par OVH sur votre FTP distant, vous n'aurez plus qu'à importer en fait, à faire à la limite un drag and drop de tous vos fichiers dans le dossier www. Et ensuite, OVH s'occupera du reste pour mettre en lien votre nom de domaine et votre hébergement, surtout si vous achetez tout d'un coup, et votre site sera en ligne. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais envie d'aborder quelques autres sujets en plus, parce que j'avais d'autres sujets à un petit peu aborder, mais c'est vrai qu'on est déjà à 1h26 de vidéo, ça risque peut-être après de faire très long. Je voulais un petit peu voir Google Analytics, Hotjar et Drift. Donc Google Analytics pour analyser un petit peu vos visiteurs, Hotjar qui vous permettrait de voir un petit peu où est-ce que les gens cliquent sur votre site et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ou qu'est-ce que vous pouvez améliorer sur le site. Et enfin Drift qui vous permettrait peut-être d'éviter le système de formulaire de contact en ayant une espèce de comme un chatbot, mais c'est pas vraiment un chatbot, mais une petite fenêtre de chat où les utilisateurs pourraient vous envoyer un message et vous pourrez y répondre via Drift. Mais je vous invite du coup, je mettrai aussi pareil les liens dans la vidéo pour que vous ayez vous renseigner un petit peu. Généralement, c'est des sites où vous avez juste à vous inscrire et ensuite ils vous donnent un lien, enfin un code à copier et à coller dans votre site et il faudra les coller dans la balise body à la fin, au même endroit que là où vous copiez-collez vos JavaScript. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce format vous a plu. Donc je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez savoir les nouvelles, si vous voulez me poser des questions sur Code and Design, je mettrai le lien dans la vidéo également. J'aimerais aussi savoir si vous pouvez me dire en commentaire, si vous arrivez jusqu'à là dans cette vidéo, si vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je crée un site Code and Design avec un forum, les vidéos, les ressources, c'est-à-dire le code, etc. Tout ce qui va nous permettre d'échanger, des news, des annonces. Bah, dites-moi si ça vous intéresserait. Dans ce cas-là, je me mettrai sur le projet, parce que c'est vrai que ça me trotte un peu depuis quelques temps, mais je me demande si ça vaut vraiment le coup, etc. Parce que bon, j'ai pas non plus encore 1 million d'abonnés, donc c'est à voir si c'est pertinent. Et aussi, dans les commentaires, n'hésitez pas à me demander ce que vous aimeriez voir. Parce que moi, derrière, j'aime bien un petit peu voir vos retours et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et pourquoi pas aussi voir ce que vous avez envie d'apprendre. Moi, personnellement, je comptais faire un tutoriel sur Node.js. C'est-à-dire créer une application web avec Node.js. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. Si vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine.